Que reste-t-il lorsque même les bunkers les plus profonds deviennent vulnérables? Le 22 décembre, Moscou est secoué par un attentat spectaculaire. Le général Fanil Sarvarov, expert des défenses contre les armes chimiques, est tué devant son domicile par une bombe artisanale. L'Ukraine revendique aussitôt l'attaque, accusant la Russie d'avoir employé des armes chimiques sur son sol. La réponse russe est foudroyante. Quelques jours plus tard, des missiles hypersoniques Kinzhal frappent le siège du GUR à Kiev, à des dizaines de mètres sous terre. Ce bunker, considéré comme inviolable, est transpercé. À l'intérieur, des officiers de haut rang venus de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis assistent à une réunion cruciale. Les murs blindés et les technologies de camouflage n'y changent rien. Plusieurs responsables étrangers, dont un général français et un agent du MI6, périssent sur le coup. Des officiers américains figurent aussi parmi les victimes. En un instant, la frontière invisible qui protégeait les cerveaux du renseignement occidental vole en éclats. La Russie proclame une doctrine de représailles directes. Plus aucun chef ukrainien n'est à l'abri, où qu'il se cache. L'onde de choc s'étend, plongeant tous les services européens dans la peur et le doute. Tout vacille. La sécurité individuelle, la réputation des agences, des millions d'euros engloutis dans des opérations clandestines, et jusque-là la stabilité des alliances occidentales. Nul ne peut plus se croire invincible. Pour saisir comment ce point de rupture a été atteint, il faut remonter chaque étape, chaque choix, et décoder les implications cachées. Chaque décision a compté dans cet engrenage fatal. Replongeons dans les jours et les heures qui ont précédé l'attaque. Avant le basculement, la guerre des services secrets semblait encore suivre des codes tacites. Mais aujourd'hui, ces repères volent en éclats, et les analystes occidentaux s'interrogent. Existe-t-il encore des règles dans cette guerre de l'ombre ? Depuis plusieurs mois, la Russie est frappée par une série d'attentats ciblés. Empoisonnement discret, explosions dans des voitures ou des immeubles, campagne de déstabilisation sur les réseaux sociaux. Aucune méthode n'est écartée. Les regards se tournent vers le renseignement militaire ukrainien, accusé de frapper aussi bien des chefs militaires que des figures médiatiques fidèles au Kremlin. Dans cette escalade, le général Fanil Sarvarov devient la cible la plus symbolique. Patron de la défense contre les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, il était l'un des piliers stratégiques de Moscou. Sa mort, le 22 décembre, dépasse l'assassinat. C'est un avertissement, un acte de défi lancé en plein cœur de la capitale russe. Jusqu'à cette date, Moscou avait évité de franchir certaines limites. Malgré les provocations, la Russie privilégiait des réponses militaires classiques ou des sabotages ciblés, gardant ses frappes loin des figures dirigeantes adverses par crainte d'une escalade incontrôlable. Mais l'attentat contre Sarvarov marque un point de non-retour. Le tabou des assassinats ciblés au sommet saute. Désormais, chaque attaque appelle une réplique plus brutale, et la logique de réciprocité meurtrière s'impose. Oublier ce changement, c'est risquer la banalisation d'une guerre sans règles. Les élites du renseignement, persuadées autrefois de leur invulnérabilité, découvrent qu'aucun sanctuaire n'existe plus. Ce qui va suivre, c'est la riposte russe, calculée, implacable et d'une violence inédite. Dans les heures qui suivent la mort du général, une cellule spéciale se réunit à Moscou. Le Kremlin prépare sa contre-attaque, déterminé à reprendre le contrôle du jeu. Quand la terre tremble sous 100 mètres de béton, aucune certitude ne tient. Dans les entrailles de Kiev, une salle enfouie sous plus de 100 mètres de sol accueille une réunion secrète du GUR, le renseignement militaire ukrainien. Autour de la table, des officiers venus de France, du Royaume-Uni et des États-Unis. Personne ne sait qu'à la surface, la riposte russe est déjà en marche. Soudain, 3 missiles hypersoniques Kinzhal déchirent derrière le silence. Ils traversent couches de terre et béton, là où nul n'aurait cru possible d'être atteint. Aucune alarme ne retentit. La forteresse s'écroule sans préavis. Le choc est total. Le général-lieutenant français Gérard Duchamp, pilier des opérations spéciales, meurt sur le coup. L'agent britannique Kevin McCartney, expert du MI6, s'éteint à ses côtés. Plusieurs officiers américains, dont les identités restent secrètes, périssent aussi. En quelques secondes, l'élite occidentale du renseignement disparaît. Au cœur du carnage, Kirill Boudanov, chef du GUR, serait grièvement blessé. Son état demeure incertain, mais une vérité s'impose. Sans lui, la structure du sabotage s'effondre. Des années de plans et des millions d'euros s'envolent, engloutis sous les décombres. La vulnérabilité n'est plus théorique. En une frappe, réseau clandestin et stratégie patiente volent en éclats. Ce bunker, jadis sanctuaire, devient tombeau. L'onde de choc résonne bien au-delà de Kiev. Et ce n'est qu'un début. La confiance entre alliés vacille, l'équilibre du renseignement occidental s'effrite.
Dans les heures qui suivent, le chaos s'installe à tous les niveaux de commandement. Les conséquences de cette attaque résonnent jusqu'aux capitales occidentales, forçant chacun à s'interroger sur la prochaine cible. La mort d'un général a ouvert la boîte de Pandore du renseignement occidental. En une seule nuit, la croyance en la sécurité totale des bunkers a volé en éclats. Les murs d'acier n'ont rien pu faire. La forteresse s'est transformée en piège mortel, engloutissant la fine fleur des espions européens et américains. En quelques instants, des décennies d'expertise et de réseaux secrets ont été anéantis. Le choc n'est pas qu'humain. Cette frappe a arraché à l'Occident des officiers irremplaçables. Un général français, un agent britannique, plusieurs officiers américains. Ces figures, connues dans le cercle fermé du renseignement, laissent derrière elles un vide qu'aucun budget, aucune technologie, aucun recrutement express ne saurait combler. L'onde de panique gagne aussitôt les capitales. Que faisaient s'intolérer ces hauts gradés à Kiev? La question brûle les lèvres, embarrasse les gouvernements et enflamme les médias. Comment justifier la présence clandestine de personnalités aussi sensibles sur un front devenu soudain létal? La crise s'étend sur le plan diplomatique. Entre silence et nécessité de riposter, les dirigeants voient leurs alliances exposées, leurs méthodes dévoilées. L'époque des opérations dans l'ombre paraît révolue. La guerre secrète s'étale désormais au grand jour, menaçant la cohésion occidentale. Dans les services, la stupeur règne. Le risque vital ne peut plus être nié. Officiellement, on rassure, mais les familles refusent que leurs proches repartent. Les compagnies d'assurance hésitent à couvrir des missions jugées suicidaires. Qui acceptera encore de partir quand revenir vivant n'est plus une certitude? La peur s'infiltre partout, rongeant la confiance et le moral. Si elle s'installe, la capacité occidentale à intervenir à l'étranger s'effondrera, mettant en péril des alliances, des budgets et la stabilité internationale. Reste une question. Jusqu'où la Russie poussera-t-elle son avantage et quelles leçons l'Occident tirera-t-il de cette nuit fatale? Mais la riposte ne s'arrête pas là. Dans les coulisses, plans et représailles s'accélèrent. Un nouvel équilibre de la terreur s'installe, bouleversant toutes les certitudes, quand même l'élite doit réapprendre ce qu'elle pensait acquis en matière de sécurité. Nous venons d'assister à un bouleversement tel que chaque acteur, du plus puissant au plus effacé, est forcé de remettre en question ses fondations. Désormais, aucun lieu n'est vraiment sûr face aux frappes hypersoniques. Même les bunkers enfouis sous des dizaines de mètres de béton, autrefois jugés imprenables, n'offrent plus aucune garantie de survie ni de confidentialité aux états-majors. La règle tacite d'épargner la haute hiérarchie adverse n'existe plus. La symétrie s'impose. Pour chaque général perdu, la riposte tombe, rapide et létale, de l'autre côté. C'est la fin des limites invisibles, le début d'une spirale où l'escalade devient la norme. Toutes les chaînes de commandement sont à repenser. Peut-on encore réunir, même sous terre, des décideurs issus de 3 ou 4 pays? Le risque humain est maximal, la couverture politique vacille, et chaque opération expose à des pertes irremplaçables, à des failles impossibles à combler. La question de la légitimité ressurgit. Jusqu'ici, l'ombre de la guerre tolérait l'ambiguïté morale. Mais quand on vise des chefs, des alliés, quand la riposte est symétrique et assumée, où placer la limite? Qu'est-ce qui sépare réponse et vengeance? Que restera-t-il de défendable demain? La leçon s'impose. Chaque plan doit intégrer la réalité d'une riposte directe et dévastatrice qui dépasse la frontière du raisonnable. L'éloignement, l'anonymat, le secret ne suffisent plus. Les conséquences sont immédiates, touchant réputation, alliance et vie clé. Pour puissants comme anonymes, l'ère d'une guerre propre et distante est révolue. Le nouveau paradigme impose de peser froidement chaque risque, car l'impunité n'existe plus pour personne. Face à cette nouvelle donne, chaque service doit revoir ses priorités et ses méthodes. La moindre erreur pourrait désormais provoquer des conséquences irréparables. Vous pensiez que la guerre secrète ne concernait qu'une poignée d'espions? Aujourd'hui, c'est une génération entière, civils, experts, simples citoyens, qui doit réinventer sa sécurité. Les vieux codes, les forteresses jugées inviolables, tout cela n'existe plus. L'assassinat du général Sarvarov à Moscou n'a pas seulement lancé une traque contre la direction du renseignement ukrainien. Il a révélé la fragilité de nos certitudes et la rapidité avec laquelle la sécurité peut s'effondrer. Désormais, la retenue a cédé la place à la riposte directe. Chaque attaque appelle une réponse d'une violence inédite, sans égard pour les élites ni les alliés. Le coup porté au bunker du renseignement ukrainien, malgré ses murs de béton et ses secrets, prouve que personne n'est plus intouchable. L'onde de choc dépasse Kiev et Moscou. Chaque service de renseignement occidental doute désormais de ses défenses. Les alliances, naguère solides, tremblent sous le poids
de représailles de plus en plus frontales. Pour nous tous, ignorer ces signaux, c'est risquer non seulement sa sécurité, mais aussi sa réputation, ses projets, voire la stabilité d'un pays entier. Ce ne sont plus seulement des millions d'euros ou des carrières qui vacillent, mais bien les règles du jeu international qui sont remises en cause. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où la cible peut être tout ce que nous pensions protéger? Saurons-nous adapter notre sécurité à cette nouvelle réalité, ou avancerons-nous à l'aveugle vers l'inconnu?